Merci de m'avoir accordé une tribune. Une tribune, non, parce qu'en fait, j'ai j'ai une situation pas simple, c'est qu'après toute cette belle journée où plein de gens vont vous en présenter des témoignages de ce qu'ils font, et il y en a de tous les genres, j'ai prévu de vous faire travailler en fin de journée, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Mais au lieu de vous délivrer une vérité révélée qui n'existe pas, à mon sens, sur ces sujets-là, je voulais vous faire part d'un travail que j'ai, enfin, vous faire refaire un atelier que j'ai déjà fait avec des gens dans d'autres assemblées, qui devrait, enfin, ou qui en tout cas m'a servi à travailler sur faire le lien entre la conception que les gens ont du monde de l'entreprise euh, et les concepts qu'il y a derrière l'entreprise régénérative. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai prévu des trucs à vous montrer. J'espère que ça va fonctionner. Pour l'instant, je partage, mais je vais vers ça. Et on en est là. Confirmez-moi que c'est bien. Oui, très bien. C'est bon? C'est bien. Impec. Très bien. Donc, l'objectif, enfin, l'idée aujourd'hui, c'est enfin, en fin de cette journée, c'est sur le sujet vers des entreprises génératives, de faire le lien avec ce qui fait notre ADN à la FAV et puis pas tous les gens qui sont là, qui est le concept de valeur. Et en fait, à travers un atelier participatif sur le sujet du partage de valeurs. Et vous voyez, j'ai un S à valeur, entre parenthèses. Ça fait très. Enfin, c'est un peu complexe, mais vous allez voir où ça va. L'idée de l'objectif que j'ai fait la dernière fois dans un truc un peu du même genre, c'est que j'ai eu la chance d'animer le même atelier à l'université d'été du MEDEF au mois de septembre, enfin fin août, le 29 août, dans un cadre un peu différent de celui-ci, vous en conviendrez. Hein, donc, c'est l'université d'été du MEDEF. Il n'y a que des gens d'entreprise du MEDEF, des cadres, des dirigeants. Et on a animé un atelier sur le partage de la valeur. Sujet chaud dans les entreprises, en particulier au MEDEF, mais ailleurs aussi. Vous avez peut-être noté que le gouvernement vient de voter une extension du périmètre d'application du partage de la valeur dans les entreprises. Le J'ai sujet qui est fait l'intervention d'Aurélien Barraud. après, indépendamment. Et après celle de Bruno Le Maire, bon. Et après la lecture d'un message du pape par le patron du MEDEF. Bon, voilà le Ah cadre. ouais? Ouais, en vrai. Message du pape aux entrepreneurs français. Bon, allez le lire, ça vaut le coup d'œil. Et, et donc, j'ai animé un atelier, alors dans un coin avec quelques dizaines de personnes, avec des gens qui passaient par là. Et on a lancé une question, c'est, on parle beaucoup de partage de la valeur dans les comités de direction ou les conseils d'administration d'entreprise, évidemment, en particulier au MEDEF. Euh, bah, Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, l'objectif, ça va être de vous faire refaire l'atelier et que vous voyez comment ça nous amène au concept d'entreprise régénérative et à la création de valeur, éventuellement pour chaque décision de l'entreprise. C'est par là que je voudrais amener le truc. En fait, c'était l'objectif de l'atelier. Donc, c'était de passer d'une compréhension, partage de la valeur classique en entreprise à comment on peut tirer, comment on peut aller plus loin zut, ce concept-là de partage de valeur. Donc, on va passer, il reste combien de temps là à peu près? Une demi-heure? Ouais, 28 minutes. On va passer un quart d'heure, 20 minutes à échanger. Et je vais vous poser la question qui est là, qui est celle que j'ai partagée à l'autre atelier. C'est quand on parle de partager la valeur. Alors, zut, tac. Ah, trop tard. Il faut que je change de truc. Il est là, il faut que je revienne comme ça. Sinon, je ne peux pas écrire dessus. Et donc, voilà le truc que je vous fais faire. L'idée, c'est
de vous poser la question, partage de valeur dans l'entreprise ou par l'entreprise. Il s'agit de partager quoi et avec qui? Et je vais noter vos réponses et la modéliser. Qui a envie de proposer une réponse? S'il y a des gens qui l'écrivent les discussions, je veux bien qu'on me les dise parce que je ne peux pas les lire. Ouais, je vais essayer de lire au fil de l'eau. On répond aux deux questions là. Partager quoi et avec qui? Il s'agit déjà de partager quoi? Ouais, tout à fait. De l'argent. De l'argent. De la connaissance. De l'argent qui vient. Alors attendez, parce qu'il faut que je récupère mon outil de dessin. Partager la fabrique de la décision. Alors excusez-moi, j'ai un problème technique, c'est que quand je partage, je ne peux plus aller chercher mon outil de dessin. Je voudrais écrire dessus. Si tu fais insertion, sur le. Non, dans ton menu, tu as insertion. J'ai un outil de dessin. J'ai un outil de dessin et j'y accède plus. Tout à droite, là, il n'est pas à droite, là, dessin en dessous de partager. Concepteur. Et ton outil de dessin, il est caché par le bandeau. Il est caché par le bandeau. Alors attendez. Mais là, on voit ton PowerPoint. On voit pas. Ouais, mais je dois pouvoir écrire et je n'ai pas mon outil de dessin. Bon. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai un problème technique que je ne pensais pas avoir. C'est pas grave. On va faire l'exercice en live. On va faire l'exercice en live. Je ne prends pas les notes, vous allez voir. Ça marche quand même. On va le faire quand même. Autrement, c'était pas à distance. Autrement, Olaf, si ça te gêne, tu peux départager. Et pour l'instant, on ne verra pas, puis on verra le résultat. Ah ouais, ok, je fais ça. J'arrête le partage, je passe dans mon truc. Ouais, tu fais ta sauce et tu nous montres le résultat. Avec Promis, tu l'as tout préparé. Normalement, ça devrait être bon là. Si j'ai bien compris, c'est bon. On va réessayer. Parce que je suis repassé dans mon outil de partage. Et normalement, ouais, c'est bon. OK. Donc, hop, merde, c'est pas vrai. Voilà. On va avoir des connaissances après, et puis la fabrique de la décision. Alors attends, il faut que je reprenne mes notes. J'arrive pas à prendre de notes. Oh là 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 là. J'ai un problème technique, tout bêtement. Non, mais ne projette pas. Fais ta sauce, on te regarde et on discute. Et on ne fait pas la peine de. Ouais, mais il faut que je vous anime le truc. Bon, c'est pas grave, on va le faire en live, ça ne change rien. Vous allez voir. On va prendre ce truc-là et je dessinerai normalement. Donc, on m'a dit, il y a de l'argent. Donc, c'est de l'argent qui sort de l'entreprise. Le partage de valeur, c'est de l'argent qu'il faut partager, c'est ça? Avec qui on va la partager? Les fournisseurs. Les actionnaires. Les fournisseurs, les actionnaires. Les clients. Alors, vous partagez l'argent avec vous partagez l'argent avec les clients, vous? Quand on fait une innovation, on peut baisser le prix de ses produits. Du coup, l'argent, il vient d'où? Oui, c'est pas oui. Il vient des clients. Ils en payent moins. Tout l'argent vient des clients. Oui, mais ils en payent moins. Donc, quand il s'agit de partager de l'argent, on partage, l'entreprise partage l'argent avec ses actionnaires, avec ses fournisseurs, et pas avec les clients, puisque c'est les clients qui partagent leur argent. Donc, on a de l'argent des clients. C'est l'argent généré par l'entreprise, par l'activité de l'entreprise. Il y a une question de précision. Qu'est-ce qu'on appelle l'entreprise dans cet exercice? C'est ce qu'on appelle une entreprise normalement. D'accord? L'entreprise à laquelle vous pourriez penser. Une entreprise, n'importe laquelle. Une entreprise. Oui, Sistra. N'importe quoi. Olaf de MR Consulting. Unilever, n'importe, je sais pas, n'importe quoi. Une banque. N'importe quelle entreprise donne de l'argent à ses actionnaires, si elle en a, hein, ok, si elle n'en a pas, non. Mais elle donne de l'argent à ses fournisseurs, si elle en a, en général, elle en a. Et l'argent vient. Donc, partager la valeur créée par l'entreprise, qui peut être de l'argent, mais qui peut être autre chose. C'est ça la question. Donc, si la première réponse est de l'argent, il va vers les actionnaires, les fournisseurs, les salariés, et puis d'autres. Il peut retourner à l'entreprise, hein, c'est-à-dire que on investit dans l'entreprise. Il revient par où? L'argent que tu crées, tu le réinvestis dans l'entreprise. Des nouveaux matériels. Ça vient d'où? Il vient d'où?
Non, mais c'est le principe des coopératives, Olaf. Elles doivent investir. Donc, quand on est coopératif, c'est un investisseur qui met de l'argent dans l'entreprise. Non, les résultats issus de l'exploitation de la coopérative doivent prioritairement être affectés à la coopérative. Donc, l'entreprise est destinataire aussi de l'argent produit. C'est-à-dire que les profits restent dans l'entreprise et une autre partie sont distribués à des gens extérieurs. Et il y a une partie qui peut y rester, on est d'accord. Une partie de l'argent reste dans l'entreprise, bien sûr. On pourrait dire, pour traiter ce point-là de ce que fait l'entreprise avec son argent, partager la valeur entre les activités de l'entreprise, entre les projets de l'entreprise. La question que je vous pose est avec les extérieurs. Paraphrase de tout ça, Jamil. C'est juste, si on parle de partager la valeur et que la valeur, c'est de l'argent, il s'agit de la partager avec qui? L'entreprise, elle en garde, ok. Voilà. Puis elle le partage avec d'autres. Donc avec d'autres, c'est les fournisseurs, les actionnaires, les salariés, les partenaires. Déjà, c'est pas mal. Les partenaires, les autres. D'où vient cet argent que l'entreprise garde ou partage avec d'autres? Des clients souvent, des investisseurs. Des investisseurs, mais si les investisseurs ont mis de l'argent, on va leur rendre de l'argent, il vient d'où? C'est pas le leur. Suivant le type d'entreprise, ça peut être aussi des dons, des subventions. Pourquoi pas? Des subventions de l'État aussi. Disons, ça existe. L'État peut donner de l'argent à une entreprise. Est-ce que c'est avec cet argent-là? Il en donne beaucoup aux grosses entreprises. Donc, il existe un flux d'argent de subvention de l'État aux entreprises qui va vers des actionnaires, des salariés, des fournisseurs. Oui. La majorité de l'argent vient d'où? Des clients. Des clients. Il n'y a pas de doute. Il existe d'autres sources. Je vous pose une deuxième question. Qu'est-ce qui fait que le client nous donne de l'argent à l'entreprise? On achète un produit ou un service. Parce que l'entreprise lui a donné un service en échange de son argent. D'où vient le produit que l'entreprise donne? Des fournisseurs plus l'activité interne. Des fournisseurs, l'activité interne qui est faite par qui? Transformation. Qui est faite par qui? Les salariés. Les salariés, ceux à qui on donne de l'argent. La question que je vous pose, c'est l'entreprise crée-t-elle de la valeur pour les actionnaires? Oui, non? Par ses activités, oui. Oui, donc les actionnaires trouvent que l'entreprise crée de la valeur pour eux. Oui. L'entreprise doit créer de la valeur pour les actionnaires. Oui. L'entreprise, comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'on mesure la valeur créée pour un actionnaire? Les dividendes. Les dividendes par rapport le niveau de l'action, la cotation en bourse de l'action. Par rapport à quoi? Par rapport aux actions. Par rapport à leurs investissements. Oui, par rapport au rapport initial. Donc, la création de valeur d'une entreprise pour un actionnaire, c'est le retour sur un investissement par les dividendes et la valeur de l'action. Et la valeur à un autre moment. Oui, c'est-à-dire qu'il a donné de l'argent il y a un moment et il en retrouvera plus tard plus. Si l'entreprise va bien. Et s'il en reçoit plus et que ça l'intéresse de recevoir plus d'argent plus tard, il dira oui, l'entreprise a bien créé de la valeur pour moi, actionnaire. N'est-ce pas? Là, on parle bien de valeur économique, mais il y a plein d'autres valeurs. On parle de la valeur pour l'actionnaire. Oui, mais si on est dans une entreprise régénérative, ça peut être l'impact sur l'environnement. Je vais donner un exemple. C'est très intéressant. Excuse-moi, un exemple concret. C'est lyonnais. C'est une entreprise qui a créé le dividende climat. Donc la valeur pour l'actionnaire, c'est d'avoir un récépissé comme quoi son investissement a permis d'éviter tant de tonnes de l'équivalent CO2. Merci. C'est ça la valeur pour l'actionnaire. C'est pas des Merci. Vous me confirmez donc que tous les actionnaires n'attendent pas la même chose et ils attendent même pas tous de l'argent. Tout à fait. Donc la création de valeur,
ce n'est pas forcément de l'argent. Bien sûr. Je vous prie de... Nous avons eu la même discussion avec des cadres d'entreprise du MEDEF qui, quand ils ont compris ça, ont eu un drôle de sentiment. Parce que quand on parle partage de la valeur dans le monde des entreprises classiques, le partage de la valeur, c'est de l'argent. Et on ne parle que d'argent. Alors, qu'en quelques minutes d'échange de bon sens, on se rend compte que même certains actionnaires n'attendent pas de l'argent de l'entreprise. Même des actionnaires. OK, c'est un cas particulier. Bon, d'accord. Dans la plupart des cas, c'est de l'argent que veut l'actionnaire. Pour le client, est-ce que l'entreprise crée de la valeur pour le client? Bah oui. Ben oui. Comment le client mesure-t-il, évalue-t-il que l'entreprise crée de la valeur pour lui? Service rendu. La qualité, Service la quantité. rendu, La par qualité, rapport la à quoi? quantité. Par rapport à quoi? Ça demande. Ses besoins, ses attentes. Ben, il reçoit un truc et il est content. Il a donné quelque chose en échange. L'argent. Pour moi, la définition de valeur, c'est le rapport bénéfice-coût. Donc, notre définition qu'on partage tous, elle est valable dans ce cas-là. C'est que la valeur créée par l'entreprise pour le client, c'est le rapport entre le bénéfice, l'utilité du produit du service et ce que ça lui a coûté. Et si c'est positif pour le client, on a créé de la valeur pour lui. Oui. Toutes les entreprises qui ont des clients sont dans cette situation-là. Donc la création de valeur par une entreprise ne peut pas être que de l'argent, puisque les clients n'évaluent pas la valeur par l'argent. Ils ont une conception, une mesure, une évaluation de la valeur que l'entreprise a créée pour eux, qui est le rapport entre le bénéfice tiré du produit et le coût que ça a supposé. Et pour l'actionnaire, c'est la même chose. Et pour les fournisseurs, est-ce que l'entreprise crée de la valeur pour ses fournisseurs? Bien sûr. Comment le mesure? Comment le fournisseur évaluera-t-il? Il peut y avoir une valeur. Son carnet de commande. Bah, pas que. Qu'est-ce qu'il reçoit le fournisseur qui l'intéresse de l'entreprise? On l'a dit tout à l'heure. Bah, on a dit tout à l'heure qu'il attendait un truc. C'est de l'argent. A priori, les fournisseurs, ils attendent de l'argent, ou bien, j'ai pas bien compris le monde. Entre autres, pas que. D'accord, pas que. Mais de l'argent. Donc, le fournisseur, l'entreprise crée de la valeur pour ses fournisseurs en leur donnant de l'argent et d'autres choses. Pourquoi pas? D'accord. Contre quoi? Je vais m'arrêter là. Le fournisseur, les fournitures. Merci de me donner une alerte sur le timing. L'exercice que je vous ai refait faire, qui est d'une simplicité un peu apostolique, une fois qu'on a compris un peu de quoi il s'agit, je l'ai fait faire à ces gens du MEDEF, et le résultat, je vous le montre, c'est ça. Alors, c'est remis au propre, mais en fait, c'est reconstruit à partir de l'échange qu'on vient de dire, et quand on explore un petit peu plus longuement, qu'on se rend compte qu'en fait, l'entreprise donne de l'argent à plein de gens, c'est les flux en rouge qui sortent, eh ben, il n'a qu'une seule source majeure, c'est les clients. Il y a les investisseurs qui ont donné de l'argent avant et qui voudront de l'argent après. L'argent qu'ils reçoivent vient des clients. L'argent qu'ont mis les investisseurs, c'est pour aller payer les fournisseurs, pour fabriquer les produits, pour que les clients donnent de l'argent pour rembourser l'investisseur et les autres. Et donc là, on a une modélisation des flux qui traversent l'entreprise. Ils y sont à peu près tous, ou en tout cas, on peut tous les mettre, on peut tous les modéliser. On peut faire une exploration de ce qu'attend chacune des parties prenantes interlocuteurs de l'entreprise, tous, et s'apercevoir, conclure, constater que l'entreprise, si elle veut tourner normalement, elle est obligée de créer de la valeur pour chacune des parties prenantes. Ce que tout le monde pense
et que la valeur qui est créée pour chacune des parties prenantes est complètement différente et qu'elle est créée par l'échange de choses à travers l'entreprise. Et qu'une entreprise qui tourne bien à terme ne peut pas satisfaire ses investisseurs si elle n'a pas satisfait tous les autres. Ce n'est pas possible. Puisque ce que reçoit l'investisseur, ça vient des autres, qui vient d'ailleurs, qui vient d'ailleurs, qui vient d'ailleurs. Et donc, on vient de reconstruire en quelques minutes, et je l'ai fait plusieurs fois, plein de fois, on arrive toujours au même modèle. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il est possible d'avoir une checklist adaptable à n'importe quelle entreprise en disant pour qui l'entreprise doit-elle créer de la valeur? Eh bien, avec qui elle bosse? Qu'attendent ces personnes? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise? C'est mesurable, c'est évaluable, c'est un flux traçable. Contre quoi c'est mesurable? Toujours. Ce qui rentre dans l'entreprise et ce qui en sort est toujours mesurable. Donc, on peut mesurer l'output de l'entreprise et l'input. On peut mesurer l'input chez la partie prenante et son output. On peut demander à chaque partie prenante si elle est satisfaite de l'échange, ce qui est une trace de création de valeur, parce qu'elle est satisfaite si elle a l'impression de recevoir plus que ce qu'elle a donné. Et si elle n'est pas satisfaite de l'échange, on risque de voir la partie prenante s'en aller de l'échange. Et que donc cette petite modélisation du système dans lequel évolue une entreprise, on peut voir par exemple les relations avec l'État. Au MEDEF, on m'a dit à qui on donne de l'argent, ils ont dit ah ben à l'État. Ah ben c'est pas bien. Ah ben non, on aimerait bien le garder. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise donne de l'argent à l'État? Réglementation. Et où va l'argent? Auprès des services. La baïonnette dans le dos. À qui? Bah, à la société, c'est mis sur le dessin, mais quand je pose la question, c'est l'argent qu'on donne à l'État, il sert à qui? Bah, déjà, il y a des subventions à l'entreprise. En général, ça n'équilibre pas. Mais il y a des services à l'entreprise. Les hôpitaux, les routes, la sécurité, l'armée, le machin, le truc. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Donc, les taxes ne servent que à rembourser, à payer les services que rend l'État à l'entreprise et aux autres membres de ce qu'on appelle la société. Et du coup, les taxes sont probablement le premier axe possible de responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est que l'État Oui. est une partie prenante qui est insatisfaite de certaines entreprises style bah, GAFAM, qui optimisent leur fiscalité et qui délocalisent leurs entreprises, etc. je ne te le fais pas dire. C'est pas idéologique de dire qu'il faudrait payer ces taxes. C'est juste, mais il faut bien donner quelque chose à l'État en échange des services qu'on reçoit, parce que les GAFAM profitent des mêmes services que les autres entreprises en France. C'est pas normal. Il y a une autre partie prenante qui est en bas sur le dessin, qu'on a tendance à oublier dans les entreprises, mais qui revient au galop, c'est la nature. Ce que disait Vincent Wissner. C'est pas un constat nouveau, je veux dire, c'est quoi? Il n'y a pas une entreprise qui peut survivre sans une quantité incroyable de dons gratuits par la nature. L'air, l'eau, la lumière, l'espace, voilà. Et quand on est en plus pétrolier, il y a le pétrole, etc. Et il n'y a pas une entreprise qui peut travailler sans avoir, au moins par ses fournisseurs, un impact sur la nature. Même quand vous avez une chaise de bureau, il y a la nature quelque part, en rang 2 ou 3 ou 4. Donc le retour des concepts de RSE sont juste la reprise de conscience qu'une entreprise est obligée dans la réalité, échange avec toutes ses parties prenantes, y compris la société, y compris la nature, et l'observation que quand on va un petit peu plus loin dans le long terme, on en a parlé tout à l'heure, à court terme, on peut piquer le portefeuille du mec et s'en aller en courant et tout va bien. Et le type n'est pas content. Si on veut des relations un petit peu longues et être un bandit de grand chemin un peu quelques années, on ne peut plus. On est obligé
de satisfaire les parties prenantes, y compris celles qui ont des attentes à long terme. Et la société en fait partie, et la nature en fait partie. Parce que la nature, jusque-là, on a pris ce qu'elle nous donne et on lui dit merci, et on lui renvoie quoi? Ce qu'on n'a pas envie de garder chez nous, c'est-à-dire des déchets ou des sous-produits abandonnés. Si on demandait, si on crée de la valeur pour la nature, je ne suis pas sûr qu'elle soit contente de l'échange. Une entreprise régénérative, pour revenir à ce terme qui peut être très général, c'est finalement une entreprise qui régénérerait chacune de ses parties prenantes. Et ce n'est pas idéologique. C'est que pour survivre, il faut bien régénérer ses clients. Il faut bien leur donner des trucs qu'ils attendent contre des choses qui leur coûtent moins à eux. C'est vrai pour la nature. Donc, à terme. Donc, ce petit modèle que j'ai refait en quelques minutes, là, on est à 6 minutes du timing. Vous voyez que, en fait, ça m'a servi à faire prendre conscience à tous les gens à qui je l'ai fait faire, plus ou moins longtemps, que la raison d'être d'une entreprise, on en parle beaucoup, ça ne peut pas être que de donner de l'argent à l'investisseur. C'est pas possible. Et que même si c'était le but d'une entreprise que d'enrichir son propriétaire, après tout, un propriétaire peut créer une entreprise pour gagner de l'argent. Il a le droit, c'est pas méchant, c'est normal. Cette propriétaire ne peut pas obtenir d'argent pour lui, pour son bénéfice, si les clients, les salariés, les fournisseurs, l'État et la nature ne sont pas contents. Ce n'est pas possible. À terme. Oui, c'est à terme. Oui. À terme. C'est global. Oui, c'est-à-dire tant que les employés, fournisseurs sont à foison, on peut toujours s'en affranchir et se dire c'est pas très grave si l'équilibre n'est pas là. Eh bien oui. Tu sais quoi? Ça s'appelle un choix de raison d'être d'entreprise où on dit de toute façon, je vais donner le minimum aux employés. Par contre, j'ai besoin de travail. Quel est le minimum que je vais donner aux employés pour qu'ils me donnent du travail? Je peux choisir mes employés. On peut faire la même chose avec les investisseurs. Il y a les gens qui se satisfont d'investisseurs à court terme qui spéculent. Du coup, tu pourras les retenir qu'avec l'argent à court terme. Oui, Par contre, il y a des gens qui disent je vais gouverner mon entreprise en faisant attention aux parties prenantes que je me choisis. Les investisseurs, les employés, les fournisseurs, les clients, ils sont choisis dans le projet de l'entreprise et il va falloir les satisfaire. Donc, je vais choisir mes parties prenantes de façon à leur apporter les choses que je voudrais bien leur choisir. Il y a des entreprises qui se foutent totalement des conditions de leurs employés. Totalement. Ça peut tourner. Et il y a un monde dans lequel ça a tourné. Et puis aujourd'hui, on se dit, tu sais quoi, on s'est rendu compte que c'était un peu courte vue. Et puis il y a eu un monde pendant tout un temps où on a pu ne pas se préoccuper ni de la société, de la nature, pas payer ses taxes et se foutre complètement de l'environnement. Il y a des entreprises qui ont pu pendant des années perdurer sur ce modèle-là en ignorant volontairement ou pas la société et la nature. Or, ils sont en interaction. C'est juste qu'ils n'ont pas fait gaffe à les satisfaire. Donc, le truc, c'est pas idéologique, c'est pas il faut et on doit. C'est l'entreprise est obligée, en fait, de faire des choix sur la façon dont elle va traiter ses parties prenantes. Et si elle veut être régénérative, il va falloir qu'elle choisisse pour qui elle veut travailler dans les différentes parties prenantes et faire attention à ce que chacun reçoive plus que ce qu'il n'a reçu. Ce qui est un concept tout à fait étrange et contre-intuitif. C'est un truc bizarre. Or, c'est inéluctable. Alors, voilà, ça c'est le constat. Qu'est-ce que ça nous amène? En fait, ça pourrait, après on peut y passer 1 heure si vous voulez, et on pourrait discuter de tout ça. En fait, le vrai truc que je me dis, vous voyez, je n'ai utilisé que le mot valeur et la conception qu'ont les gens de ce que c'est que la valeur dans une entreprise. Et même pour un cadre intermédiaire ou sup, dans une boîte capitalistique au CAC 40 inscrite au MEDEF,
qu'ils arrivent en quelques minutes à comprendre qu'on ne pourra satisfaire un investisseur en lui donnant plus d'argent que si on donne aussi plus à chaque autre partie prenante. Et ces gens-là sortent de la salle en se disant, il faut que l'entreprise crée de la valeur pour chacune de ces parties prenantes en recevant plus que ce qu'elle a donné. Le meilleur moyen, c'est d'aller parler avec les parties prenantes pour leur demander ce qu'elles attendent et leur donner ce qu'elles attendent pour en obtenir ce dont on a besoin pour une autre partie prenante. Et donc, ce n'est pas idéologique, c'est juste un constat. En fait, une entreprise devrait être gouvernée et managée en ayant en objectif les parties prenantes extérieures et de leur apporter ce qu'ils attendent. Et c'est extraordinairement puissant. Je vous montre vite fait qu'en fait, en quelques minutes, je termine là-dessus, hein, parce qu'on n'a pas le temps, sinon il est 19h. Enfin, juste une remarque là, c'est les petits euros que tu as mis. Pour moi, il n'y a peut-être pas que des euros. Absolument. Je partage totalement. Le modèle est incomplet. L'idée, c'est de montrer qu'en tout cas, il n'y a pas que de l'argent. Et vous avez spontanément complété ça. Si on l'avait fait ensemble, il y aurait d'autres flèches. Oui, bien sûr. Les employés, ils n'attendent pas que de l'argent. Évidemment, c'est malin. Ils attendent des conditions de travail, de la reconnaissance, de l'employabilité, du temps libre, des relations cordiales. Les investisseurs, il y en a, ils voudraient contribuer à la planète. Il leur faut des reportings extra-financiers. Les clients, ils ne veulent pas qu'un produit, ils veulent un sourire, ils veulent des relations de long terme. Les fournisseurs, ils veulent de la sécurité, ils veulent… Et vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on peut… Une fois qu'on a fait ce constat très rapide, il est possible, je crois que c'est toi, Philippe, qui en parlais tout à l'heure, d'en déduire les fonctions d'une entreprise, mine de rien, qui sont les réponses aux besoins des parties prenantes et la gestion des flux, et de minimiser les ressources pour répondre aux besoins de chaque partie prenante. C'est les fonctions de l'entreprise. Et quand on vient à ça, je vous montre un peu, si on va creuser, alors là c'est illisible, hein, on peut continuer à zoomer à l'intérieur de l'entreprise, du système de l'entreprise, pour se rendre compte que chaque acteur et chaque entité dans une entreprise a des parties prenantes internes et externes, et qu'il doit apporter de la valeur à la partie prenante externe et aux autres parties prenantes internes qui sont chargées de gérer les attentes d'une troisième partie prenante externe. Et qu'il est possible de construire, organiser, manager une entreprise en veillant que chaque entité, chaque projet, chaque décision contribue à la création de valeur pour toutes les parties prenantes dans chaque projet. Et ce truc-là est un espèce de point d'entrée pour travailler pour une entreprise qui aurait un projet sur n'importe quel sujet et que n'importe quel projet peut être traité de façon à vérifier sa contribution aux parties prenantes du projet et de l'entreprise. Et donc relier chaque projet de l'entreprise à la raison d'être de l'entreprise et à sa création de valeur pour toutes les parties prenantes. Et ce truc-là, c'est l'introduction de la logique de valeur dans la gouvernance de l'entreprise et dans chacun des projets. Je vous livre ça. Moi, ça fait quelques années que je suis tombé là-dessus et que je me dis, mais on a un boulevard pour rattraper les entreprises qui pensent à la création de valeur et au partage de la valeur, quel que soit ce qu'ils mettent dedans, et arriver immanquablement à la logique de valeur que nous partageons tous. Voilà ce que je voulais vous faire vivre. On aurait eu 1 heure, ça aurait été un peu plus participatif. J'ai dû faire un peu court, puis j'aurais eu un outil qui marche un peu mieux. Ça aurait été mieux. Voilà, en fait, il y a plein de choses à tirer de ce modèle-là, de son utilisation. Je l'utilise régulièrement dans des entreprises. C'est très rigolo de faire cet exercice-là dans un comité de direction d'entreprise, où tous les acteurs ont tendance à rester chacun propriétaire de leur silo, hein,
et se rendre compte en quelques dizaines de minutes que la DSI ne peut pas faire son job si elle n'est pas au service des autres fonctions. Que la direction financière ne peut pas livrer les dividendes à l'actionnaire si la direction marketing n'a pas conçu le bon produit, que la direction commerciale ne sait pas le vendre, que les achats n'ont pas donné à la prod ce qui va permettre de répondre aux clients, etc. Cette modélisation système de l'entreprise permet une prise de conscience de ce que ça veut dire un système entreprise et fait le lien avec la notion de création de valeur très simplement. Voilà ce que je voulais vous faire vivre, parce que pour moi, l'entreprise régénérative, c'est celle qui, on l'a entendu plusieurs fois, c'est celle qui apporte de quoi être mieux à chacune de ses parties prenantes, entre autres la nature. Eh bien, allons-y. C'est pas très compliqué. Olaf, tu me diras si je me trompe, mais moi, ça me refait penser au schéma que j'ai mis dans ma présentation sur les cercles concentriques allant de la raison d'être du why au what, etc. J'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est la raison d'être générique de toute entreprise, c'est créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Ça, c'est le départ. Le how, du coup, c'est la liste des fonctions de l'entreprise. Donc ça, c'est pareil, on peut avoir une liste un peu générique, mais qui va être contextualisée. Elle existe. Non, mais on l'a reconstruit avec une entreprise, c'est pas compliqué. Un troisième cercle, c'est la valeur. Et puis le destinataire de tout ça, c'est les parties prenantes. Tu es d'accord avec ça ou... Bah ouais. Mais j'ai pas besoin. L'intérêt pour moi de ce schéma-là, c'est que la modélisation, c'est un outil très simple et qu'en fait, je peux faire le raisonnement par les gens au lieu de leur dire regardez comment il faudrait que vous regardiez. C'est comment concevez-vous l'entreprise? D'accord. Vous voulez de l'argent pour l'actionnaire? Ok, il vient d'où? Ah ouais, il ne faut pas oublier le client. Oui, bon, d'accord, le client. Bon, mais il vient d'où le produit? Du fournisseur? Vous créez de la valeur pour vos fournisseurs? Ah bon, il faut? Ah ben oui. Vous leur avez demandé ce qu'ils attendent de vous? Oh ben non. Ah ben essayez, vous allez voir. Parce que le jour où vous avez compris qu'il faut donner envie à son fournisseur de vous donner ce qui va créer de la valeur pour votre client, eh ben, vous voyez que Mondragon, c'est exactement ça qu'ils ont fait depuis 60 ans. Ils ont compris qu'une entreprise isolée n'est rien, qu'une entreprise isolée n'existe pas, qu'elle n'est qu'un truc qui échange des choses dans l'environnement, dans son écosystème, et que pour être forte longtemps, eh ben, il faut que tous les gens qui y contribuent reçoivent plus que ce qu'ils ont mis. C'est tout. C'est juste... Alors, je voudrais vous dire, ça c'est un truc que je recrée. Il se trouve qu'il y a énormément de gens, alors on en a vu plein d'exemples, qui ont cette idée-là dans la tête, parce que la théorie des parties prenantes, ce n'est pas nouveau, sauf qu'elle n'inclut pas le schéma que je vous ai montré. On dit qu'il faut créer de la valeur pour les parties prenantes. Comment on fait? Ah ben ça, on ne sait pas. Ben nous, on sait. Et l'exemple le plus frappant, c'est la théorie de Freeman, hein, c'est pas rien, c'est quand même la dernière théorie en vogue de compréhension de l'entreprise. Et ben, je l'ai réinventée avec une salle d'étudiants en 3e année d'école de management. On refait la théorie des parties prenantes en 35 minutes. Tellement c'est simple. Au lieu de leur dire c'est comme ça qu'il faut voir l'entreprise. Non, c'est quoi une entreprise et on le constate. Le bouquin du milieu, c'est un bouquin que j'ai lu il y a 1 an et demi, qui a été écrit par le patron, le CEO, le précédent CEO de Unilever, qui n'est pas une PME du coin, hein, genre groupe multinational, qui a témoigné, après 10 ans de direction du groupe, de comment il a piloté le groupe. Ça fait 12 ans qu'il pilotait Unilever en étant net positive. On en parle, Unilever l'a fait pendant 10 ans. Ils ont la première décision de Paul Polman, qui était le patron le CEO d'Unilever il y a 12 ans, sa première décision en sortant du conseil d'administration où il a été élu par les actionnaires, ça a été d'arrêter immédiatement le reporting trimestriel financier. Immédiatement.
Et il a dit aux actionnaires, merci de m'avoir élu. Alors, à propos des informations sur les finances, vous attendrez l'année prochaine. Vous savez quoi? Tout l'argent qu'on va libérer pour les audits trimestriels pour voir si on va bien vous amener suffisamment d'argent pendant l'année, on va le dépenser à autre chose. Et on va le dépenser. Il est parti 2 semaines avec les 2 directeurs de la sustainability du groupe pour créer avec eux le plan stratégique de Unilever pour les 10 ans à venir. Il y a 12 ans. Donc nous, on en parle. Il y a des gens, ils le font depuis des années. Et donc, ces concepts étonnants de faut être gentil, il faut créer de la valeur pour les gens. Non, c'est juste la condition de survie d'une entreprise. Et il y a plein de gens qui le font déjà en n'utilisant pas nos méthodes. C'est quand même dommage. Je trouve qu'on a un capital méthodologique. On en a parlé de je ne sais combien, le design thinking, l'océan bleu, le business model cadre. Il y en a plein partout. Il y a un truc qui est dommage, c'est que nous, chez les gens de la valeur, là, on a des dizaines d'années d'expérience de méthodo, d'application sur des projets et des organisations. C'est dommage, hein, on va passer à côté du train parce qu'ils sont partis sans nous, là. Ou bien on arrive à récupérer une logique simple, facile à mettre en œuvre pour que les décideurs en entreprise, quels que soient leurs problèmes et leur situation, puissent utiliser le raisonnement qu'on a, le raisonnement valeur, sur leur projet. Et c'est applicable n'importe où, à n'importe quel niveau de l'entreprise. C'est un peu ça le message que je voudrais vous faire passer. Vous savez quoi? L'entreprise régénérative, elles vont devenir régénératives. Peut-être un jour, c'est une ambition, comme disait Amandine, c'est allons vers avec une ambition régénérative et déjà ce sera pas mal. Pour le faire, il faut le faire non pas viser un idéal inatteignable, mais démarrer sur le projet de demain matin. C'est comment on sort notre nouveau produit, quel est le nouveau système d'info qu'on met en place. En utilisant la logique valeur, on va immanquablement retrouver que le système d'info devra contribuer à la création de valeur pour chacune des parties prenantes de l'entreprise. Obligé. Les salariés, les clients, l'État, les investisseurs, les fournisseurs, tous. Et c'est ça la logique du régénératif. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Merci bien. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont encore là. C'est vraiment sympa d'être resté si tard.